merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez de partout à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Est-il opportun aujourd'hui d'envisager la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo? L'actuelle Constitution présente-t-elle des insuffisances ou serait-elle à la base du blocage pour l'émergence de la République démocratique du Congo? Il sera également question des élections de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et nous avons le plaisir de recevoir M. Henri Igouabi. Il est haut cadre de l'AFDC, il est cofondateur, faudra-t-il le préciser. Il est de l'Union Sacrée, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous revoir sur notre plateau. Moi aussi. Jean-Paul Kabango, bonjour et bienvenue. Bonjour Christian. Alors, c'est parti donc pour ce numéro de Face à la presse. Monsieur Igouabi Henri, pensez-vous que c'est vraiment opportun aujourd'hui qu'il y ait une démarche visant à la révisitation de la Constitution de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question. Je crois que nous sommes Congolais et que chaque fois qu'il y a nécessité impérative de pouvoir améliorer les conditions de vie de la population, soit en passant par des modifications de quelques articles de la Constitution, pour moi, pour nous, AFDC, on n'y trouve aucun problème, étant donné que la Constitution elle-même prévoit les conditions pour qu'elle soit modifiée. Ce n'est pas une Bible, c'est un livre constitué par nous-mêmes. Et comme vous le savez bien, cette Constitution vient de l'époque des belligérants, lorsqu'ils se mettaient ensemble à table au niveau de Gaborone, au niveau de Sun City, tout ça. Eh bien, ils ont taillé cette Constitution selon leur volonté. Bien qu'on dit que c'est la volonté du peuple qui les représentait, mais ce n'est pas vraiment ça. Et donc, si aujourd'hui, le président de la République, qui en a le droit de proposer des modifications en passant par la Chambre haute, la Chambre basse, le Parlement en question, pour proposer des modifications, des réformes qui concourent au bien-être effectif de la population, du Congolais, voilà, il y a lieu d'y aller. Vous pensez que l'actuelle Constitution présenterait des failles à l'heure actuelle? Ce n'est pas une Bible, c'est un livre des humains. Et donc ça peut contenir des failles ou des faiblesses qu'il faut corriger, il faut améliorer. Regarde notre pays aujourd'hui qui est en proie à une guerre injuste nous imposée par des Rwandais, n'est-ce pas? Vous pensez que la guerre serait causée par l'actuelle Constitution? Je ne dis pas ça. Mais je dis, voilà une forme de faiblesse que nous devons devoir corriger, entre autres, et la correction ne doit passer que par la Constitution, qui est le texte fondamental qui sous-tend la souveraineté de ce pays. Il y a plusieurs points, non seulement le point de la sécurité du pays, il y a beaucoup d'autres points. Si vous permettez, nous pouvons y aller. Et donc, ici, vous pensez vraiment que c'est opportun. Alors, est-ce que de manière spécifique, on peut savoir en quoi l'actuelle Constitution bloquerait l'émergence des institutions en place? Bon, c'est pas. Je me dis qu'il y a des failles et une commission doit être mise en place pour analyser profondément quelles sont les failles que contient la Constitution pour permettre au pays de décoller, le pays de se développer réellement. On doit revoir notre situation. Aujourd'hui, ce pays est en proie à la guerre qui nous est imposée. Il y a beaucoup de Congolais qui se mettent du côté des Rwandais pour donner des prétextes que c'est un combat, c'est une guerre congolais, alors que nous savons qu'à l'origine, à la genèse, ça vient du Rwanda. Vous voyez combien certains pays de la communauté internationale soutiennent le Rwanda, ne condamnent pas le Rwanda. Et tout ça, l'insécurité, les trahisons à l'intérieur du pays, tout ça sont des faiblesses. Vous voyez la misère qui se vit dans notre pays.
alors que nous disposons de tous les minéraux possibles qui sont convoités par le monde entier. Normalement, le Congo devait être un grand marché boursier sur le plan minier pour pouvoir engranger, n'est-ce pas, un développement escompté pour le peuple congolais, que les Congolais vivent vraiment heureux sur leur sol. Mais les Congolais vivent malheureux sur leur sol, nonobstant que nous sommes le premier ou le deuxième pays au monde pour le lithium, pour le cobalt, pour le cuivre, et j'en passe. Donc, il y a des problèmes. Les Congolais doivent se mettre ensemble. S'il va falloir changer quelque chose dans la Constitution, ça casse quel carreau? Ça fait quel problème? S'il faut modifier en termes de nombre, disons, les délais pour le président de la République, si les Congolais s'entendent... La délimitation du mandat? Oui. Ça... Mais c'est déjà prévu dans la Constitution. Mais oui, c'est prévu. Une fois renouvelable. Oui. Tout ça... Vous voulez, visiblement, il y en a ceux qui estiment que c'est une politique mise sur pied au sein de l'Union sacrée en vue de revoir le mandat du président de la République. Ce n'est pas le président qui modifie la Constitution, ce n'est pas le Parlement, c'est l'expression de la population qui devra consentir. Et si la population le consent, eh bien on y va. Ce n'est pas la Bible qu'on est en train de changer. C'est un livre qu'on appelle la Constitution, qui est une émanation de la population. Mais à chaque fois qu'on s'arrête, on regarde notre situation, on regarde combien que ça ne va pas dans le pays, eh bien on envisage des lois qui doivent changer, modifier, améliorer, et si ça touche à la Constitution, il en va de l'intérêt du peuple, et nous, AFDC, avec Bati Lukwebo, c'est ça notre option, pour autant que c'est pour le bien-être de la population établie. On y va. Alors, M. Henri-Paul, vous avez parlé de la sécurité, l'un des problèmes qui peuvent être touchés dans la Constitution, mais vous ne dites pas quelle est cette faille que présente cette Constitution actuellement et qu'est-ce qu'il faut réellement changer pour que la solution la plus adéquate soit trouvée une fois la Constitution changée. Vous ne dites pas ça? Oui, mais non. L'insécurité, nous la vivons, n'est-ce pas? Déjà à l'Est, ça ne va pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Constitution? Évidemment, la Constitution prévoit que le pays doit être sécurisé dans ses frontières, tout ça, l'intangibilité des frontières et tout. Eh bien, mais qu'est-ce que nous observons? Que nos frontières sont assez poreuses, ce qui fait qu'il y a des intrusions des Rwandais, nationalités rwandaises qui s'introduisent chez nous, qui organisent des putsch, qui tuent, qui font... La faute à la Constitution? Non, ce n'est pas la faute à la Constitution, mais la Constitution devra prévoir comment limiter tout cela, parce que nous vivons ça. C'est clair qu'il y a insécurité. Dans la partie est du pays, il y a la guerre. Et cette guerre qui est couverte par... Nous devons aménager nos textes pour nous rendre encore plus forts, pour que pareille situation ne puisse jamais se répéter. C'est le peuple qui doit donner le ton, ou le président de la République, ou le gouvernement qui doit être consulté à cet effet, parce que nous vivons la situation d'une manière pragmatique, il y a insécurité. Alors, si pour barrer la route à cette insécurité, il faut modifier quelques lois ou quelques articles, pour nous, AFDC, pour moi-même, je vous dis, en tant que compatriote, il faut le faire. La modification de cette constitution n'est pas décidée par Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez par suivi le peuple congolais. Le professeur André Mbata, qui parlait lors de la célébration de l'anniversaire de cette constitution que nous avons, que c'était la meilleure des constitutions que nous puissions avoir depuis 1960. Alors, vous souhaitez que ça puisse être changé, il y a des failles là-dedans. Pourtant, ce que vous venez d'expliquer, on a comme l'impression que ce sont les hommes qui faillissent souvent et non pas les textes. Parce que le président de la République lui-même dernièrement, il disait lors de la campagne qu'à la moindre escarmouche, il allait faire feu en demandant l'autorisation du Parlement. Chose qu'il n'a pas faite, tout simplement parce que lui-même a trouvé que non, il ne pouvait pas le faire. Il y a eu des contacts ça et là, des appels, des conseils et tout, on le lui a interdit. C'est lui-même qui l'a dit. Mais la Constitution lui donnait cette autorisation. Oui. Alors, en quoi cette Constitution-là pêche aujourd'hui? C'est ça que nous voulons savoir. Non. Ou sinon, on pensera que c'est l'article 220 qui est visé.
Non, vous devez vous mettre du côté de la population, du bien-être général, le peuple d'abord. Okay. Nous observons qu'il y a insécurité, nous observons qu'il y a des intrusions, nous observons qu'il y a des tueries massives, nous observons que le Rwanda, n'est-ce pas, tire, à partir du Rwanda, il tire sur les camps de réfugiés au Congo. Et le monde se tait. Nous observons tout ça. Mais la Constitution est là. On ne sait pas l'appliquer intégralement à cause de politiques qui soient internationales, des gens qui sont pour le Rwandais, tout. Donc, on nous met les bateaux dans les roues. Le président est sur une pente grave et nous pensons qu'il faut les soutenir. Voilà, c'est pourquoi, bien qu'Mbata ait dit que voilà, c'est la meilleure des constitutions, c'est son point de vue. Comme constitutionnaliste. C'est son point de vue. La Constitution, c'est le document, comment on appelle ça, le livre intangible. Donc, il est là pour toute la population, c'est là le centre de toutes les lois qui régissent le pays. Eh bien, mais c'est toujours l'émanation du peuple. Le président a été élu au suffrage universel et que, bien sûr, c'est de lui que peut venir aussi la volonté de changer, pour autant, je me répète, pour autant qu'il en va pour l'intérêt de la population. Que ce soit sur le plan agricole, que ce soit sur le plan minier. Il y a des failles. Vous savez que notre pays ici ne connaît même pas les réserves totales de nos minéraux. Mais c'est connu quelque part en Europe, aux États-Unis, ils savent checker notre terrain au-delà de nous. Vous voyez, il y a trop de failles, nos frontières sont très poreuses, la population souffre atrocement, l'emploi il n'y en a pas, mais la Constitution prévoit que le peuple doit être employé, diminuer le chômage, etc. Mais nous observons qu'il y a un problème. Et les Congolais... Les problèmes des hommes, mais qui tient à l'applicabilité, sûrement à l'applicabilité de certaines lois, soit dans la Constitution. Et donc, parce que pour moi, vous mystifiez un peu trop cette Constitution-là. C'est ça le drame des juristes. Moi, je ne suis pas juriste. Je suis un politicien, un politologue qui regarde en face la vérité. La vérité en face, c'est que le Congo, ça ne va pas. Le président, on les bloque par-ci, par-là. Non, il faut les débloquer. Il faut envisager la révision de la Constitution. Il y en a ceux qui estiment que l'actuelle Constitution semble souffrir d'applicabilité. Plusieurs dispositions ne suivent pas les concrets sur le terrain. Alors, à partir du moment où l'actuelle Constitution n'est pas respectée, qu'est-ce qui peut rassurer la population qu'il faut la révisitation pour que le respect soit observé? La gestion de la politique dans le pays, ce n'est pas la gestion de la famille, papa, maman et les enfants. Il y a plusieurs acteurs avec plusieurs intelligences qui doivent interagir ensemble. Il y a le Parlement d'une part, il y a le Sénat, il y a la présidence, il y a le gouvernement, et tout cela doit se mettre en accord. Et très souvent, vous le savez avec moi, que les accords ne sont pas toujours trouvés à cause des intérêts quelconques des uns et des autres qui tirent à gauche, qui tirent à droite. Mais le président, comme je peux vous le dire aujourd'hui, par exemple sur la question de la mise en place du gouvernement, qui semble traîner, mais vous ne savez pas pourquoi ça traîne un peu. C'est la Constitution qui bloquerait. Pas nécessairement la Constitution, mais ce sont les hommes. Ce sont des humains. C'est un problème d'hommes. C'est un problème d'hommes, mais qui enjambe vers la loi. Vers la loi. Parce que vous savez, par exemple, la Constitution de la RDC ne prévoit pas, après l'élection du président, combien de jours il faut. La périodicité pour la sortie. Ce n'est pas prévu par la Constitution. Vous voyez cette faille-là. Maintenant, les uns et les autres tirent à longueur, malgré l'insistance du président de la République auprès de la Chambre basse et haute. Mais on tire à longueur. Mais là, la Constitution ne dit rien. Elle est muette. Elle est muette à ce sujet-là. Pourquoi ne pas changer là-bas? Pour mettre les gens dans les contraintes de dire après 24 heures ou c'est pas 48 heures, 72 heures après l'élection du chef de l'État, voilà, objectivement et obligatoirement,
il doit nommer le Premier ministre. Il a déjà nommé. Mais pour la Constitution, de mettre en place maintenant le gouvernement en question, il n'y a pas de délai constitutionnel. C'est une faille. Et ça, c'est une priorité vraiment. C'est une priorité parce que c'est l'exécutif. Pour que l'État soit géré, l'État congolais soit géré, il faut l'exécutif. Le fait que le gouvernement n'est pas là, ça peut empiéter à la mise en place d'autres secteurs. Les décisions du gouvernement ne seront pas prises avec ceux qui sont d'intérim, ceux qui attendent de sortir. Il faut qu'un gouvernement crédible soit là, nommé, institué par la Cour constitutionnelle, eh bien, il aura le droit de poser les actes. Mais jusqu'à preuve du contraire, ceux qui sont là aujourd'hui sont partants. Ils n'ont pas le droit de poser certains actes. Parce que l'institution gouvernement n'est pas là. Félix Antoine Tshisekedi, le président, je crois avoir suivi combien il se tord la tête pour dire, voilà, nous devons voir les choses qui ne vont pas dans les pays et changer. Le gouvernement n'est pas là. On va agir avec des gens qui sont en train de partir. Non, ça ne passe pas. Ce n'est qu'un exemple pour vous dire que les changements de cette constitution-là, je crois, à mon avis, c'est impérieux, pour autant que ça va améliorer, ça va apporter des améliorations dans le vécu quotidien du Congolais, dans l'amélioration des réactions ou des actions des institutions qui doivent être légales. Le gouvernement qui est là aujourd'hui n'est pas légal. Jusqu'à ce que la première ministre va nommer un nouveau gouvernement selon la loi. Mais là, nous sommes en train de tirer à longueur, il n'y a pas de date dans la Constitution. Est-ce que vous avez l'impression que l'actuelle Constitution est minutieusement respectée par les animateurs? Je crois que nous sommes dans une société humaine. On respecte, tantôt on ne respecte pas par ailleurs. Il n'y a pas une contrainte, ça devient facultatif. Non, il y a beaucoup de contraintes limitées par la loi. Il faut s'appliquer, il faut observer la loi, il faut respecter la Constitution et les autres lois qui tiennent de cette Constitution. Il les faut. Mais l'homme, c'est un être faible. Tantôt il respecte, tantôt il ne respecte pas. Mais il ne faut pas qu'on observe l'impunité jusqu'au bout. Il faut que le président de la République, le gouvernement, les gouverneurs des provinces, les institutions autres, l'IGF et tout, prennent à main leurs responsabilités pour sanctionner ceux qui ne respectent pas les lois. Il faut sanctionner. Là, nous, AFDC, nous prenons pour l'impunité. Il ne faut pas laisser les gens qui trichent, qui volent, qui détournent, n'est-ce pas, qui nous trahissent à l'étranger, fait allégeance à Kagame pour vouloir venir davantage tuer nos Congolais, nos frères et sœurs à l'Est, à Goma, au Sud Kivu et tous. Non. La loi prévoit qu'il faut les sanctionner. La loi prévoit même la pendaison. Eh bien, il faut y aller. Est-ce que c'est d'application? Vous parlez de la faiblesse de l'homme? Oui, la faiblesse de l'homme. Qu'il n'y a pas une contrainte alors de manière sérieuse? Si, la contrainte est là, mais il faut appliquer. Et c'est encore un homme qui doit appliquer. Alors, donc là, on interpelle les dirigeants à appliquer effectivement la loi. C'est pourquoi il faut laisser les dirigeants, quand on parle de la loi sur la pendaison et en cas de trahison, c'est la loi. Le moratoire a été levé, mais depuis qu'on l'a levé... La peine de mort. Mais ne pensez pas qu'on est dans un terrain de football ou dans une famille, papa, maman et les enfants. On y va méthodiquement et stratégiquement. Il s'agit des hommes qui sont changeants et puis il faut des études. Il faut analyser profondément pour arriver à déterminer les fautifs et sanctionner. Mais le traître, ça ne sera pas un jour. Plusieurs fois, on a mis la main sur le traître dans la partie est. Et la population voudrait voir qui de ces traîtres sera exécuté après la levée de ces moratoires. La population, notre population doit être patient. La politique, ce n'est pas une marmite où on vient, on prend ce qu'on veut. Non. Il y a du temps, des analyses approfondies pour arriver à des solutions sérieuses. Alors, je vous ai suivi, M. Igouabi, vous avez parlé dans vos mots, vous avez parlé du changement de la Constitution. Vous vouliez dire changement ou alors révision de cette Constitution que nous avons? De toutes les façons, si on change, on modifie quelque chose, c'est déjà une autre Constitution. Donc il y a révision.
Et vous êtes certain qu'on va changer même des républiques? Ça ne sera pas la même république? Non, je n'ai pas dit ça. Si on change la constitution, ce n'est pas qu'on change la république, ce ne sont que quelques phrases, quelques articles qu'on va améliorer. Mais la constitution reste améliorée. Est-ce que vous tenez compte des conséquences qui vont advenir si on touche certains articles? Quelles conséquences selon vous? Par exemple quoi? On change un texte de loi dans notre pays. Ça bouge qui pour autant que ça améliore les conditions de vie de la population? Pour autant que ça engrange, n'est-ce pas, ça oblige par exemple l'État à créer des emplois durables pour cette jeunesse qui est dans la rue après avoir terminé les universités. 400 médecins chaque année à l'INELU, 500 économistes chaque année, mais qui sont là, qui ne font rien et qui doivent partir tout le temps en Afrique du Sud pour chercher de l'emploi. Si la Constitution va devoir cadrer tout ça et obliger les gestionnaires, les exécutifs, donc le gouvernement, à donner de l'emploi effectif, si cela est le cas, quel jeune qui va refuser? Mais est-ce que ce n'est pas parce que la justice elle-même est malade, comme l'avait dit le président de la République, que cette constitution ne sait pas travailler ou alors agir comme il le fallait? Non, la justice en soi, on généralise, la justice n'est pas malade. Certaines personnes qui agissent au nom de cette justice, c'est eux qui sont malades. C'est eux qui sont corrompus. Mais la justice en soi, elle est là, les textes sont là, il faut les appliquer. Mais quand les personnes agissant au nom et pour le compte de cette justice font des histoires de tricherie et tout, corruption, c'est eux qu'il faut condamner. Malheureusement, c'est peut-être des responsables de justice à un plus haut niveau qu'il faut voir. Mais là, nous demandons à l'autorité suprême, qui est le président de la République, à prendre les taureaux par les cornes et attaquer vraiment toutes ces histoires-là. Quand il a dit non à la corruption, quand il a dit non au tribalisme, nous attendons l'effectivité de ça. Et moi, j'en appelle encore à tous mes collègues et mes frères de l'Union sacrée de suivre l'élan que donne le chef de l'État pour pouvoir faire appliquer les lois. Ce n'est pas lui seul le président. Il y a le Premier ministre, les ministres, il y a les gouverneurs partout. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il n'y a pas que on pointe trop le président, mais ce n'est pas lui qui viendra dans nos quartiers ici pour aménager les égouts, les terrassiers. Ce n'est pas lui. Il y a plusieurs responsabilités à des niveaux différents. Il y a plusieurs voix qui estiment que cette tentative de la révision de la Constitution viserait tout simplement à vous éterniser au pouvoir, vous, de l'Union sacrée. Non, moi je crois qu'on se trompe là. On se trompe. On se trompe parce que, tel que je connais l'IDPS, c'est un parti démocratique. C'est un parti démocratique. Et c'est 5 ans, c'est 5 ans. Mais si on changeait la Constitution à ces points de vue, avec des arguments qui améliorent les conditions de vie des citoyens, je vous donne les cas. Et qui vous garantit votre, n'est-ce pas, gestion pérenne du pays. Mais c'est une gestion saine et rationnelle. Fachi, vraiment, ce n'est pas n'importe quel président que nous avons connu dans ce pays. Il y réfléchit, il est libre. C'est un garçon comme nous, un Congolais, un compatriote, qui est libre pour décider sur le bien-être de la population, direct. Il y en a ceux qui pensent qu'un article sur la délimitation des voyages pouvait aussi être envisagé. Est-ce que vous êtes d'avis? Ça, c'est la jalousie, papa. La jalousie? Le monde ne se vit pas, le monde ne se vit pas en autarcie. La diplomatie agissante, ne vous dites rien. Est-ce qu'elle agit vraiment, cette diplomatie? Mais si, il agit tant soit peu. Mais il faut savoir que nos amis, nos frères ennemis rwandais, leur diplomatie est agissante depuis très longtemps. Et c'est parce que leur président a beaucoup voyagé? Mais c'est sûr, vous les voyez partout au monde pour aller vendre son pays et plairer et dire voilà, les Congolais hébergent des terrahamwe et ils veulent les amener chez nous, c'est pourquoi nous devons nous protéger. Et comme ils ont fait certaines lois qui les couvraient avec certains Congolais, faux Congolais comme les soi-disant Banyamulenge, ils ont fait des accords pour dire voilà, ils peuvent avancer 30 km dans la RDC, du n'importe quoi. Des accords qui brisent, qui frisent, n'est-ce pas, qui frisent la faiblesse de la Constitution. Et là, vous contredisez le chef de l'État qui a dit que les Banyamulenge sont nos frères.
Mais je vous ai dit, il y a nos frères, il y a des frères ennemis, comme les Nanga. C'est un frère congolais, mais frère ennemi, parce qu'il brandit les armes contre le peuple congolais. Il autorise que le Rwanda puisse frapper dans les camps des réfugiés congolais. Or, la loi internationale l'interdit. Donc, ils sont soutenus, vous voyez. Mais nous devons nous prémunir à l'intérieur de notre pays avec des lois qui nous couvrent, qui nous permettent d'agir aussi, n'est-ce pas? Et de là, c'est sûr et certain qu'on touchera à la Constitution. C'est là que mon peuple congolais doit comprendre que la Constitution devra être changée si et seulement si il va toucher, il va induire le bien-être, la sécurité effective du peuple congolais. Serez-vous d'accord que ce soit le président qui viendra après Félix Tshisekedi qui puisse le faire? Si Félix ne sait pas le faire, quelqu'un d'autre le fera. Mais en ce que je sache, il est engagé à pouvoir améliorer les conditions de la population par tous les moyens possibles. Les moyens des droits, entre autres la Constitution et d'autres lois. Voilà, c'est pourquoi... Donc pour créer de l'emploi, il faut forcément revoir la Constitution, entre nous soit dit. Mais regardez la réalité de notre pays. Mais 80% de la jeunesse est dans la rue. Vous ne voyez pas ça? Ça vous enchante, vous les journalistes? Non, mais c'est à cause de la Constitution. Je ne dis pas ça, à cause de l'inapplicabilité de certaines lois. Alors, pourquoi vous savez que vous n'attellez pas sur les animateurs? Vous voyez le test. Toutes les lois dans la République concourent vers la Constitution. C'est fort évident, je dis bien c'est fort évident qu'on pourrait arriver à ça. Et s'il échouait, qu'on y arrive. La Constitution, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la Bible, je l'ai dit. Elle est susceptible d'être aussi modifiée. D'ailleurs, elle prévoit par elle-même des conditions pour qu'on la change. Mais il y a certains articles qui sont verrouillés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire objet de la modification. Et tous ces articles-là verrouillés, là, ce n'est pas la Bible. Ah bon? Oui, ce n'est pas la Bible. C'est toujours les mêmes personnes qui l'ont verrouillé, c'est toujours les mêmes personnes qui peuvent les déverrouiller. Pour autant que ça donne du bien-être à la population. Et ça permet aux institutions d'agir efficacement pour sécuriser le pays, pour aider le pays à se développer effectivement. Il y a beaucoup de points négatifs, chers compatriotes, journalistes que vous êtes. Voyez l'intérêt du pays, ne voyez pas l'intérêt des individus. Félix est entré au pouvoir par des élections. Élu, comme le gouverneur Kiaboula, élu par le peuple, par les représentants du peuple. Ils ont le devoir de sécuriser cette population. Et il faudra aménager les lois pour que ça leur permette effectivement d'agir en tout état de cause. Alors, chaque fois qu'il y a eu le silence de la loi autour de certaines situations qui marchaient, on peut dire entre guillemets, en défaveur de l'union sacrée, on a fait recours à la Cour constitutionnelle, au Conseil d'État pour essayer d'interpréter certaines lois ou alors certaines dispositions. Mais pourquoi, si la Constitution reste un peu muette ou alors on ne prévoit pas certaines choses, le gouvernement, le président de la République ne sait pas recourir, notamment au Conseil d'État, à la Cour constitutionnelle, pour avoir l'opportunité de poser tel acte? Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Parce Voilà. qu'il a toujours recouru à la Cour constitutionnelle, à la Cour d'État. Il y a des affaires qui sont prévues pour la Cour d'État, des affaires qui sont prévues pour la Cour constitutionnelle. En effet. Et à preuve du contraire, la Cour constitutionnelle joue son rôle dans ce pays. Alors, s'il y a certaines choses que la Constitution ne prévoit pas, Ah, pourquoi il c'est va ça. toujours recourir là-bas? Non, ce n'est pas ça. La Constitution prévoit qui doit amorcer le processus de demander à ce qui est changement de ceci. Là, la Constitution le prévoit. Je passe ici à l'article 178. Et le référendum est prévu. Il n'y a que le référendum qui peut permettre. Le président peut faire recours à la Chambre basse, à la Chambre haute, ensemble, à 2/3 acceptant. Eh bien, on y va au changement. Alors, peut-être que je ne m'étais pas fait comprendre. Oui, peut-être. La sortie du gouvernement, Oui. elle tarde à venir. L'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, on continue toujours à attendre. Bien sûr, on est vers Et la qui a dernière un ligne. calendrier déjà Et qui établi. arrive à ces calendriers-là. Mais est-ce que, tant que le président avait senti cette lourdeur, ces retards-là, il ne pouvait pas faire recours à la Cour constitutionnelle, par exemple, pour que celle-ci appelle les députés ou alors la première ministre à pouvoir précipiter les choses
et ainsi faciliter les cours normales des affaires. Ça, c'est une volonté de votre part. Eh bien, je sais que le président fournit beaucoup d'efforts pour interpeller les uns et les autres afin que le gouvernement soit mis en place. Il a déjà nommé une dame, Premier ministre, qui va nous gérer, qui va gérer le gouvernement. Les propositions sont en train d'être faites à partir de l'Union sacrée, parce que ce sera un gouvernement de l'Union sacrée, tant national que provincial, et que donc il y a des efforts. Ne vous en faites pas, et bien sûr la Constitution, je vous ai dit, n'a pas délimité un temps X pour mettre en place le gouvernement, mais beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Il n'y a pas qu'on traîne. Dans ce pays, il y a beaucoup d'ingrédients immaîtrisables dans ce pays. On risque d'amener des amis de Nanga dans ce gouvernement. Là, si on ne fait pas attention, on doit vérifier très très bien qui va être les vrais compatriotes, les gens qui aiment réellement le pays, qui ne peuvent pas nous trahir pour être des ministres, au national comme au provincial, dans les provinces. Donc, on prend un peu de temps. Je pense que ça ne prendra plus d'1-2 semaines. Le gouvernement va être mis en place. Je demanderai à la population sa quiétude. Fachi travaille sérieusement, tant sur le plan diplomatique qu'interne. Vous voyez que la guerre, soi-disant guerre qu'on nous impose injustement, n'avance pas. C'est par contre la phare de ceux qui avancent et qui a vraiment des mesures très draconiennes contre le Rwanda. Nous sommes suffisamment armés cette fois-ci et grâce à la diplomatie des Fachi. Donc là, j'ai dit, je demande à la population d'encourager, de prier pour ceux qui nous dirigent, comme dit la Bible. La Bible dit, priez pour ceux qui vous dirigent pour que le peuple soit tranquille. Et alors, merci bien. La deuxième thématique, je l'ai annoncé dans le thème de cette production, élection de membres du bureau définitif à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ticket de l'Union sacrée, mais nous voyons à d'autres postes, il y a d'autres candidats qui y vont en indépendant. Est-ce une expression démocratique ou une cacophonie? Ce n'est pas de la cacophonie, c'est une expression démocratique comme vous venez de le dire, mais les tickets de l'Union sacrée sont bien connus et ont été bien présentés. Ne vous en faites pas, la loi de la majorité va agir pour élire carrément tous ceux qui sont présentés par l'Union sacrée. Les autres, ils ont la latitude de le faire comme ils l'ont ici en province. Vous vous souvenez des élections de gouverneurs? Ils ont écopé quoi? Des zéros. C'est une grande... Donc le mot d'ordre serait déjà donné? Ce n'est pas un mot d'ordre, c'est à l'intérieur de l'Union sacrée où nous avons fait les primaires. Et de ces primaires, nous avons eu Vital Kamerhe comme président. Les primaires seulement à la présidence et non pas à d'autres postes. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas à l'intérieur pour tout savoir. C'est vrai, tous les postes ont été pourvus par la volonté de l'Union sacrée. Il n'y a pas de mot d'ordre. Mais nous avons vu les caucus des députés contre notamment la candidature de Christophe Mbosno. Ils ne veulent pas de cette tête au bureau de l'Assemblée nationale. Non, mais il faut retenir que l'unanimité est là. Il y a toujours une petite minorité des aigris pour ceci ou cela. À l'intérieur d'une famille, ça ne manque pas, mais ils ne sont pas majoritaires. Et donc, attendons les élections, vous allez voir. Alors pour vous, c'est mieux qu'on garde Christophe Mbosno à ces postes-là? Non, pas du tout. Ce n'est pas lui le candidat de l'Union sacrée au poste du président. Au poste de deuxième vice-président, c'est de ça qu'il s'agit, parce que l'autre groupe propose Moussa Nyamwisi. Les entretiens, le conciliabule continuent au sein de notre famille. Le moment venu, vous aurez la liste qu'il faut. Vous estimez que jusqu'ici, la liste n'est pas encore la liste bien constituée? Elle est déjà bien constituée, mais il y a quelques réclamations qui trouveront solution. Le frustré, réclamation de frustré. Ça ne manque pas dans chaque famille et ce n'est pas un problème. Et comment l'Union sacrée compte gérer ces frustrés au risque de tourner les dos à cette Union sacrée? Le présidium de l'Union sacrée, l'autorité de l'Union sacrée, l'autorité morale de l'Union sacrée, Fachi, ils sont très sereins et la famille est bien constituée et la parole du père et du parent est acceptée par les enfants jusqu'ici en province.
ça va marcher, soyez calme. Alors comment expliquer que dans ce pays, c'est pratiquement le même nom? Vital Kamerhe a eu à son temps à diriger la chambre basse du Parlement. Mbosso qui quitte de la présidence vers la deuxième vice-présidence de cette même institution. Et quand on constate les éléments qui constituent, n'est-ce pas, qui compétissent, c'est tel membre de la famille, tel autre. Pratiquement, c'est comme ça que ça doit se gérer, fils d'eux, et puis voilà. Ça, c'est la magie. Il n'y a pas d'autres intelligences au sein des lieux sacrés. Vous ignorez beaucoup de choses. Il y a les poids politiques, les poids proportionnels politiques intérieurs. Tu ne peux pas... Vital Kamerhe a son poids politique qui vient du nombre de députés de la majorité qui l'ont coopté. Donc c'est la démocratie à l'intérieur. Vous voyez? Donc ce n'est pas du hasard que ce soit son fils ou sa fille. C'est proportionnellement au poids politique. Oui, mais on pouvait désigner quelqu'un d'autre de cette même formation politique. Tu as bien dit. Pas quelqu'un de la même famille. Pourquoi pas s'il a eu le nombre de députés qui convient, plus que les autres. Vous voulez, parce qu'il est fils d'eux, vous en faites un problème. Non, chacun compétit. Quand on a élu son fils, c'est son fils qu'on a élu avec la majorité des voix écrasantes. Ce n'est pas parce qu'il est son fils, mais il a été élu par la population. Et le poste qu'on lui donne, ce n'est qu'un droit naturel dû à la démocratie. Alors, mais vous voyez les noms de la personne qui ressemble à son père, mais ce sont des noms, ça ne casse aucun carreau. Les mêmes personnes qui reviennent. Les mêmes familles qui conservent le pays serré. Sachez qu'à la base, sandwich. Non, c'est ça l'impression malheureusement pour les petits peuples, les gens qui ne réfléchissent pas. Le petit peuple qui suit de plus près. Je suis d'accord. Il faut bien les informer du poids politique, du poids proportionnel politique au sein de l'Union sacrée. Ce sont ces noms-là que vous avez entendu parler qui ont prévalu pour qu'ils passaient, qui avaient plus de voix, chacun dans son secteur ou au niveau des responsabilités là, de la présidence du bureau définitif, chacun a été coopté par le fait qu'il avait le poids politique proportionnellement plus élevé que les autres candidats au même poste. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas qu'on a imposé qui que ce soit. Il n'y a pas d'imposition, sinon les députés ne seraient pas d'accord. Il y a eu des élections primaires à l'intérieur de l'Assemblée. Et voilà les résultats qui arrivent. Et les mécontents au sein de l'Assemblée nationale, c'est dit les députés, estiment que le présidium, constitué pratiquement de ces 6 leaders-là, semble donner des orientations contre pratiquement leur vouloir. Non, ça c'est peut-être votre interprétation, mais il faut savoir qu'il y a le président de la République, autorité morale, qui donne le ton dans sa famille. Voilà, faites ça, faites ça. Le présidium analyse et oriente les fils de la famille comment il faut s'y prendre. Néanmoins, avec la donne de la démocratie, devra s'exprimer et ceux qui ont été élus ont été présentés, en l'occurrence le président Kamerhe. Vous connaissez mieux Steve Mbika, il fait partie de votre grande famille politique, je pense, AFDCA, et vous l'avez très bien lu quand il a publié ce qu'il a pu publier comme indignation par rapport à la décision du présidium de l'Union sacrée. Oui, c'est son indignation, ce n'est pas l'indignation de l'AFDC. Bahati, autorité morale de l'AFDC, nous donne des orientations plausibles pour accompagner les chefs de l'État, les soutenir dans sa vision, parce que c'est vraiment une vision pour nous, une vision salvifique qui concourt à notre projet de société de l'AFDC. C'est pourquoi nous sommes à côté de Fachi. Mais parmi nous, il ne manquerait pas d'autres enfants de brebis galeuses. Ça ne manque pas. Mais ça ne casse pas les carreaux, ce n'est pas la fin du monde. Il est seul, il s'exprime de sa façon, il est libre. Voilà. Alors, où voyez-vous la place que va devoir occuper votre autorité morale, la F2C? Nous voyons Vital Kamerhe, qui est l'un des membres du présidium, qui va chapeauter la chambre basse, et
et tant d'autres déjà qui occupent des postes visiblement Oui, déjà Jean-Pierre avancés. Demba, déjà pistonné à sa Alors, cousine. Où serait casée votre autorité morale? Non, notre autorité morale, c'est une tête bien faite, c'est un homme paisible, calme, comme son nom l'indique, son prénom l'indique, c'est un homme modeste. Je vous dis, même si vous créez un ministère qu'on peut appeler ministère de l'eau, lui prendra. Il ne se prévaut pas qu'il doit nécessairement maintenant être, je ne sais pas, vice-président ou être, je ne sais pas, encore président du Sénat. Si la famille voudrait le remettre là-bas, il ne manquera pas. Si la famille veut le remettre bourgmestre, pour vous dire... Vous le voyez, vous le voyez répondre favorablement à un poste qui ne conviendrait pas au pouvoir politique auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Non, là c'est le partage. C'est le partage. Alors, si l'autorité morale lui dit d'être ambassadeur aux États-Unis, il ira. Monsieur Igouadé, si on l'histoire lui demande d'être... peut rattraper l'histoire. Modeste Mbati, on connaît pourquoi il a quitté Joseph Kabila. Mais oui. C'est parce qu'il s'est senti lésé, ne pas avoir ce qu'il voudrait avoir aux côtés de Joseph Kabila. C'était le Sénat à la place de Tambwe Mwamba. Et il a eu. Et il a eu. Par la suite avec Fachi et non pas avec Kabila. Est-ce que vous l'avez déjà entendu dire qu'il réclame quelque chose? En tout cas, à l'époque, il l'avait dit. Non, maintenant là, il n'a réclamé rien. Et écoute, moi, je vous parle en tant que secrétaire général. Son secrétaire général adjoint, vivant en province, je maîtrise tous les secteurs, il n'a rien réclamé. On lui donnera ce qu'on lui donnera et il prendra. C'est un homme qui a parcouru le pays, tous les postes de responsabilité, sauf la présidence, n'est-ce pas? Voilà. Hein? Il est donc... et il les a bien fait avec mention très grande distinction. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Il est rassasié sous le plan de matériel et autres. Vous caricaturez les choses. Il n'est pas rassasié à servir le peuple congolais. On ne sert pas le peuple congolais qu'étant mandataire, qu'étant ministre. Pas nécessairement, c'est ce que les gens ignorent. Même les bourgmestres servent le pays à son niveau. Il n'est pas avare, il n'est pas envieux des postes. C'est moi qui vous parle en connaissance de quoi et que le monde le sache. Bahati Lukwebo, c'est une icône pour ce pays, capable de changer les choses dans ce pays. Eh bien, actuellement, il a fait le Sénat. Aujourd'hui, il est encore sénateur. Il peut rester sénateur et il va toujours impulser le développement. En restant sénateur, pensez-vous, il peut toujours impulser. Simple sénateur, vous pensez qu'il peut toujours impulser il aura une influence sur le terrain, sur la scène politique. Mais je vous dis, vous voyez, quand on lui a donné le ministère de l'Emploi, Travail et Province sociale, qui était un moribond, mais quand Bati est entré là-dedans, ce ministère a pris de la valeur. Et aujourd'hui, tout le monde envierait être ministre de l'Emploi et Travail et Province sociale. Quand il était à l'économie ne disait rien pour ce pays. L'économie a pris de l'ampleur. Il a créé les Troïkas. C'est Bahati Lukwebo. Eh bien, quand il était au budget, la même chose. Cet homme, c'est un patrimoine pour l'État congolais. Et je lui donne tout le respect qu'il faut. Et je vous dis, il faut savoir dire félicitations à qui en a le droit. Qui reste simple député alors, et non pas... Ça ne casse pas les carreaux pour nous, l'AFDC. Et il restera autorité morale de l'AFDC. Et l'AFDC continuera à cartonner, continuera toujours à être la deuxième force de la majorité parlementaire. C'est la force des débat. Nous allons chuter par là avec une petite question. Où est-ce que vous voyez dans les gouvernements prochains, vous personnellement? Moi? Oui. Personnellement, exactement. Je suis un acteur comme tout le monde. Dans ça, c'est un. De deux, je suis un enfant de Dieu, qui me soit fait selon la parole de Dieu. Voilà. Vous allez vous plier, même si vous n'êtes pas récompensé. Même si je ne suis pas récompensé ni en province, ni au niveau national, Dieu m'a déjà récompensé, je suis son serviteur, j'ai toute la richesse entre mes mains par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas le poste politique qui m'importe. Eh bien, je voulais être ministre de l'Intérieur. Eh bien, je voulais être ministre de l'agriculture, parce qu'au moins je suis économiste ruraliste. Je peux impulser un développement jamais connu dans ce pays à ce niveau-là. Voilà. C'est ce que je resterai même peut-être conseiller de Kiaboula, hein? Même son Dirkab ou Dirkaba. Je serai là pour aider. Et si vous n'êtes pas approché à ces postes, vous tournez les dos? Non, jamais je ne peux pas tourner les dos parce que j'ai fait un choix judicieux et je m'assume. J'ai choisi Fachi
J'ai fait sa campagne électorale. Fachi est passé avec 44% dans cette province compliquée, avec l'aide de Kiaboula. Et Kiaboula aussi, nous avons bataillé et il est sorti encore gouverneur à sa propre succession. Et bien, j'estime que nous l'avons poussé et nous serons toujours à ses côtés. Là où la volonté de Dieu voudra que je sois, je servirai toujours mon pays. Monsieur Henri Gouabi, je rappelle que vous êtes au cadre AF2C, vous êtes membre actif de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je demande à notre population d'être serein. Avec Fachi, ça va marcher. Il y a beaucoup d'entraves extérieures et intérieures, beaucoup de trahisons intérieures. Mais Fachi est en train de se mesurer à tous ces entraves-là. Ça va marcher avec l'aide de la population. Moi, j'implore à la population, comme je l'ai dit, prions pour ceux qui nous dirigent pour que le peuple soit tranquille. C'est le moment d'amener Jésus-Christ dans nos méandres politiciennes. Parce qu'avec Dieu, seulement, nous pouvons faire des exploits. Ce n'est que le Saint-Esprit qui veut convertir le cœur du chef. Merci. Pour que les choses marchent. Sans cela, hécatombe. Jean-Paul Kamango, merci. Merci Christian Moutchampa, merci Henri Gouabi. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.